J'imagine que comme moi, tu es un grand fan de Netflix. Les séries que l'on peut y voir sont assez exceptionnelles. Il y a un film qui a pas mal défrayé la chronique ces derniers temps. Ce film, c'est The King, de David Michôd, sorti en 2019. Sur les campements médiévaux, on en a beaucoup parlé, et nombre de mes amis m'ont demandé d'en faire l'étude et la critique. Alors, si tu t'intéresses aux aventures du roi Henri V d'Angleterre, revues et corrigées par David Michôd, suis-moi, c'est après ça! On va arriver à la fameuse bataille de Shrewsbury, importante à divers titres. Shrewsbury, le 27 juillet 1403. Alors ici, j'ai une toute petite réserve à faire. Il aurait été intéressant que David Michôd écrive le nom de la bataille. Il ne l'a pas fait. C'est ce qu'on voit par exemple dans le film Braveheart, où l'on voit bataille de Stirling, bataille de Bannockburn et bataille de Falkirk. Ici, ce n'est pas le cas, c'est bien dommage. Alors, pour vous donner une référence, à la bataille de Shrewsbury, en 1403, le futur Henri V a 16 ans. Son frère Thomas, qui n'y était pas, a 15 ans. Et Hotspur a, lui, 39 ans. Donc, on voit la petite difficulté par rapport à l'âge des acteurs dans le film. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de l'infanterie, c'est parfait. Les hommes sont bien habillés, avec des armures assez intéressantes. Leurs armes sont exactes. Ils sont souvent armés d'hallebardes suisses. Tiens, viens. Viens, viens. Viens voir papa. Alors voilà, j'ai un petit visiteur qui vient voir ma vidéo. Elle s'appelle Neige. Et elle a à peine 7 mois. Tiens Neige, fais coucou à la caméra. Alors, à 20 minutes 37, les bons points du film, c'est l'habillement des fantassins et leur armement. Des gambisons, des bassinets, des armes d'ast longues, telles que la fameuse hallebarde suisse, dont on voit beaucoup d'exemples. Jusqu'ici, aucun problème. Ensuite, le fameux duel entre Hotspur et le futur Henri V. Alors un duel en pleine guerre de 100 ans, ça ne m'apparaît pas crédible. Je veux bien un duel entre héros, entre chevaliers, au moment de la guerre héroïque grecque, tel que les fameux duels entre Hector et Ajax, ou le fameux duel entre Hector et Achille. Mais au moment de la guerre de 100 ans, non, ça n'est pas possible. La seule référence que j'ai, c'est le combat des 30, milieu du XIVe siècle. Les armures sont parfaites. Un petit détail qui me gêne, ce sont les casques. À cette époque-là, deuxième partie du XIVe siècle, juste au début du XVe siècle, le casque à la mode, entre guillemets, c'est le bassinet à mésaille à bec de passereau. Or ici, nous avons des salades. Des salades, plus précisément des salades italiennes de Milan ou de Venise. Ce type de casque va apparaître sur la scène médiévale européenne à partir de la moitié du XVe siècle. C'est ce casque que l'on retrouvera dans les armées de Charles VII ou de Louis XI, après les années 1450. Ici, nous ne sommes qu'en 1402, donc petit souci. 22 minutes 58, on constate l'essoufflement rapide des chevaliers dans leur combat. Ici, référence exacte, car effectivement, quand on porte un casque intégral médiéval, on s'essouffle extrêmement vite. À 23 minutes 50, le combat est très réaliste. Les hommes commencent à se donner des coups d'épée, et ensuite continuent par des balayages genre rugby, des coups de poing, des coups de tête. Ils essaient de s'étrangler. On voit bien la violence du combat. Détail intéressant, la façon dont Henri V va tuer Hotspur. Il va utiliser une dague que l'on appelle miséricorde. C'est la dague extrêmement fine et longue, avec une lame d'environ 30 à 40 cm, qui permet, en attaquant par les défauts de la cuirasse, que ce soit au niveau du cou, comme il le fait dans le film, au niveau de l'aisselle ou dans l'entrecuisse, de percer les mailles au niveau de la jonction entre les plaques de tôle et d'atteindre son adversaire. À ce moment-là, l'adversaire demande miséricorde. Il crie merci. Merci, c'est-à-dire qu'il demande pitié, en échange de rançon. Là, son adversaire soit le laisse vivant, soit il le tue, comme ce que va faire Henri V. Alors, au niveau historicité, certes, Hotspur est bien mort à la bataille de Shrewsbury.
en 1403, mais pas de cette façon-là. Et quant à Henri V, c'est la fameuse bataille où il va prendre sa flèche directement sur la pommette. Cette flèche va lui éclater la pommette et elle va s'enfoncer profondément dans son crâne au niveau de sa bouche. Et seul le chirurgien de son père pourra parvenir, en créant un outil spécial, à retirer cette pointe de flèche. À partir de 1403, le jeune Henri V est une gueule cassée. J'en ai parlé dans une vidéo concernant le premier épisode de la bataille d'Azincourt. Or, il est vraiment dommage que dans le film, l'acteur ne soit pas grimé avec cette balafre énorme qui défigurait Henri V. Parce que cette marque est très importante. Elle fait comprendre aux soldats de Henri V qu'il est non seulement un roi et un bon tacticien, mais que c'est un guerrier, qu'il a subi les malheurs de la guerre dans sa chair. Et en cela, ses soldats le respectent infiniment. À 32 minutes 22, le roi Henri IV est mourant. Il fait venir son fils, avec lequel il se réconcilie. Ici aussi, c'est relativement exact. Il n'y a qu'une petite chose qui me gêne, c'est qu'on constate sur le bras de Henri IV des bubons. Les bubons, c'est la marque de la peste bubonique. Or, d'après mes sources, Henri IV est mort de la lèpre. À 35-11, le sacre est très bien réalisé. Les costumes sont fantastiques et il n'y a rien à redire à ce niveau-là. 36 minutes 20, le banquet du sacre du roi. Ici aussi, très belle reconstitution. À 36 minutes 39, effectivement, Henri a une jeune sœur qui s'appelle Philippa et qui est mariée avec le roi du Danemark qui se nomme Éric. La historicité parfaite. 19 minutes 33, l'épisode de la balle que le dauphin Louis de Guyenne, fils de Charles VI, aurait fait parvenir à ce pauvre Henri V. Alors ici, affabulation totale. Je n'ai trouvé aucune source décrivant cela. Il faut comprendre qu'à cette époque, la guerre de 100 ans est en suspens, pour deux raisons. Du côté anglais, comme je l'ai expliqué, les problèmes de changement dynastique et les révoltes, qu'elles soient populaires, nobiliaires ou religieuses. Et au niveau de la France est elle-même en proie de graves difficultés. Non seulement le roi est fou avec de très courts accès de lucidité, mais en plus, il y a un conflit interne qui déchire le royaume de France. C'est la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, qui fera énormément de morts et qui durera plus d'une vingtaine d'années. Autre détail pittoresque, Louis de Guyenne, qui sera présenté par la suite comme un guerrier ivre de bataille et de gloire, n'est pas du tout le personnage historique qui est décrit dans le film. Le vrai Louis de Guyenne est un amateur des arts et des lettres. Il écrit des pièces de théâtre et il déteste les champs de bataille, il déteste la guerre. Il a un caractère très doux et ne désire absolument pas reprendre la guerre avec l'Angleterre. Il faut comprendre que depuis le règne de Charles V, où Charles V, avec du Guesclin, va reprendre progressivement quasiment l'intégralité des possessions anglaises en France, il y a une paix larvée entre Royaume de France et Royaume d'Angleterre, pour les raisons que je viens de décrire. Donc la France ne désire absolument pas reprendre la guerre contre l'Anglais. 40 minutes 13. On y voit un évêque, donc un juriste, qui expose les prétentions du roi d'Angleterre sur la couronne de France. On le sait, effectivement, les Anglais n'obéissent pas à la loi salique. Or, Philippe le Bel, qui a marié sa fille Isabelle de France avec le roi Édouard II d'Angleterre, a perdu ses fils les uns après les autres. Et effectivement, si l'on considère la succession dynastique par les femmes en ligne directe, c'est effectivement Édouard III qui doit être roi de France et roi d'Angleterre, et non pas Philippe VI de Valois. Effectivement, les Anglais peuvent prétendre au royaume de France. Néanmoins, on voit ici un Henri V qui désire la paix plus que toute autre chose, et qui se demande pourquoi son évêque lui évoque ses prétentions, alors que lui ne désire que la paix avec la France. Eh bien, c'est exactement le contraire. C'est Henri V qui a demandé à ses juristes d'asseoir ses prétentions sur le royaume de France pour pouvoir organiser un débarquement et reprendre la guerre contre la France. En faisant semblant d'organiser des pourparlers de paix, notamment un mariage éventuel avec la fille de Charles VI, Henri V a gagné du temps. Et ce temps lui a été précieux pour louer des navires, pour fabriquer des armes et pour monter une expédition en France, ce que nous verrons dans la deuxième partie.
D'ailleurs, lorsqu'il écrit au roi de France Charles VI, il ne l'appelle pas roi, il l'appelle prince de Valois qui se dit roi de France. En termes d'insultes diplomatiques, on ne pourrait pas trouver mieux. Alors ici, on le voit, il y a une volonté manifeste du réalisateur David Michôd de placer tous les torts de la reprise de la guerre sur la France et non pas sur l'Angleterre. En faisant passer le roi Henri V pour quelqu'un qui recherche la paix, David Michôd commet non seulement une erreur historique, mais carrément une faute. On pourrait presque parler de négationnisme historique sur cette période. Alors, chose promise, chose due, le défi de Balian. Ce mois-ci, mois d'octobre 2021, je mets en jeu ceci. C'est une fourchette médiévale en fer forgé que j'ai réalisé moi-même par mes soins délicats. Une fourchette d'une valeur d'environ 20 €. À présent, c'est à vous de jouer. Essayez de trouver le film dont je donne quelques extraits. Pour savoir ce qu'est le défi de Balian, vous allez voir ma vidéo ici. Vous comprendrez tout. Alors attention, ça va être fort. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autre! Voilà, facile. Maintenant, à vos claviers, envoyez-moi la réponse et gagnez donc ceci. Et n'oubliez pas, pour gagner cet objet, il vous faut à la fois me donner la réponse et me trouver un abonné supplémentaire. Et voici terminé le second épisode. Dans le prochain épisode, ce qui est sans doute le plus intéressant, la bataille d'Azincourt. Alors merci de me suivre, abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez, et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.